Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Conduite et Laurent Garnier. Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Audrey, bien rentré de vacances ? Super, en forme. Bon alors, on y va alors. Nos invités, Olivier Cordier, président du comité de coordination des sportifs sourds de France, et Thérèse Boissier de RIM Entreprise, son interprète. Bonjour à tous les deux. Anne-Marie Bermejeau, présidente du comité régional Occitanie de la Fédération française randonnée pédestre. Maxime Bousquet, chargé de développement. Gary Mondré, chargé de développement de la formation et pratique. Bonjour à tous les trois. Au sommaire, nous recevons le président du comité de coordination des sportifs sourds de France qui nous présente son comité, ses structures et ses actions pour le sport. Nous découvrirons aussi les Deaflympics, compétition pour les athlètes porteurs d'handicap auditif qui se déroulent tous les 4 ans. En deuxième mi-temps, en ces temps de vacances, nous irons à la découverte de la randonnée pédestre et ses différentes pratiques. Qui n'a pas déjà emprunté un GR ou sentier de grande randonnée pour les non-initiés ? Mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Eh oui, on va commencer par une mauvaise nouvelle avec le basket en Coupe du Monde. Battue par la Lettonie, l'équipe de France est éliminée de la Coupe du Monde dès le premier tour. Immense désillusion pour l'équipe de France, vice-championne du monde et vice-championne d'Europe, rattrapée en fin de match par la Lettonie, dimanche à Jakarta, 86-88. Les Bleus ont concédé une deuxième défaite en 2 matchs de Coupe du Monde après celle contre le Canada, 65-95. Synonyme d'élimination dès le premier tour. Et passons au hockey sur gazon avec les championnats d'Europe. Non qualifiés pour les demi-finales de l'Euro, l'équipe de France a remporté son premier match de classement vendredi contre l'Espagne 2-1. Ouais, ça glisse pas de la même manière sur le gazon. Et ensuite au tir à l'arc avec la Coupe du Monde de Lisa Barbelin en argent à la Coupe du Monde de Paris. La Française a cédé en finale face à l'Américaine Casey Caulfield ce dimanche à Paris, mais monte sur son premier podium individuel en Coupe du Monde. Et donc en tir, en championnat du monde de Bakou en Azerbaïdjan, Clément Bessaguet a obtenu comme en 2022 la médaille d'argent aux mondiaux de Bakou en pistolet 25 mètres vitesse. Le chinois, attention, Ling Yugong a tout écrasé. 3e médaille pour les Bleus aux mondiaux de tir avec le bronze pour Kevin Chapon. En para-judo aux mondiaux, Elios Lachumanaya conserve son titre mondial. 10 jours après l'or européen, le Tarbais, déficient visuel, a conservé jeudi son titre mondial des moins de 90 kg. Le Français de 23 ans est invaincu depuis sa médaille de bronze paralympique en 2021. Et en beach volley, l'Euro des moins de 20 ans, le duo français Arthur Canet et Théo Rotard a complété son palmarès dans les catégories jeunes à Riga, en Lettonie, en remportant le titre européen des moins de 20 ans. Ensuite, en Formule 1 et le Grand Prix des Pays-Bas, malgré de fortes averses en début puis en fin de course, Max Verstappen a remporté à Zandvoort, aux Pays-Bas, son 11e Grand Prix de la saison, devant Fernando Alonso et le Français Pierre Gasly. En signant sa 9e victoire de suite, le Néerlandais égale le record de Sébastien Vettel établi en 2013. Alors là, on va surfer à Lacano Pro. La 42e édition Lacano Pro a vu la victoire du Guadeloupéen Léopold Etienne devant le Biarro Thiago Carrick. Chez les femmes, la Française Tessa Thyssen s'est inclinée en finale. En euro féminin volley, que l'on suit depuis le début, l'équipe de France a continué son bon parcours. Elle a écarté la Roumanie en 8e de finale du championnat d'Europe à Florence 3-7-1. Elle affrontera en quart de finale l'Italie, tenante du titre chez elle à Florence. Et on enchaîne avec le rugby et le dernier test match. Le 15 de France termine sa préparation sur une large victoire contre l'Australie. Malgré quelques cafouillages et une grande indiscipline en début de rencontre, les Bleus sont allés chercher un large succès, 41-17 face à l'Australie, samedi à l'occasion de leur dernier test match de préparation, 12 jours avant le lancement de leur mondial. Toujours en rugby et en top 14, dans le derby occitan, le Stade Toulousain a décroché sa première victoire de la saison en battant Montpellier, 38-13 à Ernest Vallon, avec le bonus offensif. Les Castrés, eux, ne sont pas passés loin de l'exploit face à Bordeaux-Bègles, défait seulement 23-25, mais repartent tout de même avec un point de bonus défensif. Et succès bonifié pour Clermont qui inflige une autre lourde défaite à Perpignan, 38-14.
Et on va terminer par l'athlétisme. On a bien suivi depuis une semaine ces fameux mondiaux d'athlétisme de Budapest où notre équipe de France d'athlétisme décroche finalement une médaille lors de la dernière soirée des championnats du monde d'athlétisme à Budapest. Le relais 4x400 mètres masculin est médaillé d'argent derrière les États-Unis et devant la Grande-Bretagne. Ils battent par la même occasion le record de France de la discipline vieux de 20 ans. Leur performance ne peut toutefois pas cacher les nombreuses déceptions parmi les 78 athlètes tricolores engagés. L'équipe de France fait comme à Eugène, États-Unis l'an dernier avec une médaille et un peu moins bien qu'à Doha, Qatar en 2019. La situation inquiète un an avant le début des Jeux Olympiques à Paris. Le bilan n'est pas bon, c'est une déception, a concédé Romain Barras, le directeur de la haute performance de la Fédération française d'athlétisme. La place du sport insuffisante en France? La question est posée à un an des Jeux Olympiques. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Olivier Cordier et Thérèse Boissier de RIM Interprète en Mouvement. Et si on parlait de sport? Première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Olivier Cordier qui est président du comité de coordination des sportifs sourds de France et Thérèse Boissier de RIM qui est l'interprète en mouvement qui va nous accompagner pendant cette première mi-temps. Bonjour Olivier et bonjour Thérèse. Bonjour. Olivier, très heureux de t'accueillir sur ce plateau pour que tu nous présentes le comité de coordination des sportifs sourds de France, ses structures et ses actions pour le sport. Pour nos auditeurs, juste un petit rappel sur ce qu'est le comité coordination des sportifs sourds de France. C'est un comité affilié à la Fédération française de handisport, qui représente les athlètes sourds français auprès du comité international des sports et des sourds. Il a été officiellement reconnu par le CISS en 2011 et par l'EDSO, European Deaf Sport Organization, en 2021. Olivier, tu as été élu président récemment de ce comité. Peux-tu nous expliquer en quelques mots quel est son rôle, sa structure et les actions que tu souhaites entreprendre pour les sportifs porteurs d'handicap auditif? La première chose que je voudrais dire, c'est que le comité a été créé en 2011. Avant ça, il existait une fédération sportive des sourds de France qui a été créée en 1911 et qui a existé jusqu'en 2008, où là, le ministère des Sports a demandé à ce qu'on fasse partie de la Fédération française d'handisport. Quand cette décision a été votée en 2008, toutes les associations de sourds, uniquement de sourds, ont voté pour l'acceptation de cette décision pour, en 2009, intégrer la Fédération française handisport. Malheureusement, le CISS, qui en anglais on dit ISD, pour International Committee Sport of Deaf, là, en fait, a vu qu'on ne correspondait plus aux critères parce qu'il fallait que l'association ou le club ait un président sourd. Donc, on a dû créer ce comité en 2011 pour pouvoir continuer à participer aux compétitions diverses. Ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère impose aussi qu'il y ait une majorité d'élus sourds. Il peut y avoir donc des personnes entendantes qui font partie du comité, mais il faut que la majorité soit des personnes sourdes. Moi, je suis arrivée en 2020, j'ai été élue en 2020. Et j'ai revu en fait les conditions du ISD et ce qui n'avait pas été remarqué jusqu'alors, c'est qu'il fallait une autonomie dans la gouvernance qu'on n'avait pas avec la FFH. Du coup, quand on en a parlé au CISD, ils nous ont dit attention, vous pourrez revenir comme en 2009 ou 2011 où les équipes françaises étaient suspendues des compétitions. Donc là, on reste encore à la FFH et on a demandé à en sortir pour pouvoir participer à ces diverses compétitions. Et là, il est prévu qu'en décembre 2024, qu'on sorte de la FFH. Alors là, je suis en cours de discussion avec le comité paralympique sportif de France. Et on est encore un peu dans le flou parce que il parle encore de para sportif. Quand je demande à ce que ce soit plutôt le mot deaf pour sourd qui apparaisse, j'ai pas de réponse. Donc au moment des championnats du monde de natation là dernièrement en Argentine, quand je les ai rencontrés, ils sont restés flous. Je leur ai dit il faut que ce mot apparaisse, ce mot deaf, pas para. Et voilà, on ne sait pas me donner de réponse à ce sujet. Alors moi, maintenant que je suis élue, au départ quand j'ai été élue, j'ai travaillé à la reconnaissance des sportifs sourds.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont pas reconnus par l'État, ils n'ont jamais eu de prime ou jamais été invités, par exemple, par le président de la République pour recevoir des médailles, etc. C'est juste aux Deaflympics, aux Paralympics, que là, ils ont des médailles. Il y a que les Paralympiques, les sportifs qui participent aux Paralympiques ou aux Jeux Olympiques qui sont, eux, invités à l'Élysée, mais jamais ceux qui participent aux Deaflympics. Deaflympics, donc, n'est pas reconnu. C'est ça. Là, en avril 2023, le Code du sport ne parle toujours pas de nous. Donc, faut espérer qu'on soit entendu et que cette émission va peut-être ouvrir les oreilles et la bouche à ceux qui veulent pas entendre. C'est ça, oui. Et justement, il est important pour moi de dire ici que nous ne faisons vraiment pas partie des Paralympiques. Souvent, on nous demande, par exemple pour les Jeux de Tokyo, si les sourds seront présents. Et je dis toujours que non, nous ne faisons pas partie des Paralympiques. Les Jeux de Paris, pas de Tokyo. Pardon, je parlais des anciens Jeux. Ah, pardon, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà, pas de Tokyo. On pensait souvent que les sourds participaient aux Jeux Paralympiques et en fait non. Et on m'a demandé si en 2024 ce serait le cas et je disais que non, toujours pas. Et le comité des Paralympiques parle seulement des personnes en situation de handicap. Alors certes, nous sommes en situation de handicap, mais on fait quand même pas partie du lot. Donc il faut bien préciser que c'est les personnes en situation de handicap, sauf les personnes sourdes. On est quand même sortis de ce groupe-là, un peu exclus. Et l'IPC, là, pour le comité paralympique, donc l'International Paralympic Committee, existe pour toutes ces personnes en situation de handicap. Et pour nous, c'est le comité dont je vous parlais tout à l'heure, le ICSD. Donc là, c'est le comité international pour nous, qui est très, très vieux, puisqu'il a été créé en 1911. Le comité paralympique a été créé après, en 64. Merci Olivier pour toutes ces explications et ces éclairages, en souhaitant que tes efforts aboutissent à une véritable reconnaissance. Mais j'aimerais quand même pour cette émission qu'on puisse parler concrètement des actions que tu fais et notamment on a parlé des Deaflympics qui se sont déroulés en 2022 à Caxias do Sul au Brésil. Moi j'ai découvert avec plaisir cet événement sportif qui a été organisé spécifiquement pour les sportifs porteurs d'handicap auditif. Durant 15 jours, j'ai vu que 56 sportifs français se sont confrontés à l'élite du sport sourd et malentendant. Au total, on a récupéré 16 médailles et obtenu 8 en or, 3 en argent, 5 en bronze. Et c'est une 8e place au classement des nations pour la France. Ça me paraît positif et il faudrait expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que cette compétition que l'on découvre. Il y a comme discipline dans les Deaflympics, donc on a eu d'abord la médaille du judo, la médaille d'or du judo aux Deaflympics au Brésil. On a eu ensuite une médaille pour le vélo, je crois qu'on a eu 2-3 médailles même pour le vélo, 2-3 médailles d'or. Et on a enchaîné ensuite avec pas mal d'autres médailles. Mais c'est vrai qu'on m'a demandé à ce moment-là quand est-ce qu'on serait invité pour toutes ces récompenses par le président de la République, puisque c'était quand même un investissement pour arriver premier. Et quand j'ai expliqué que ce serait pas possible, voilà, ça m'inquiétait, leurs réactions m'ont inquiété quant à leur motivation pour continuer à participer à ce genre de jeu. Alors, moi, je reviens quand même concrètement. Comment ça se passe quand on est sourd et qu'on doit jouer, je parle dans un sport quelconque, que ce soit le foot, le hand. Comment ça se passe techniquement? Comment ça se passe pour éclairer nos auditeurs? On joue normalement, comme n'importe quelle personne valide, entendante. C'est juste pour les sifflets, pour remplacer le sifflet, on a des foulards en bord de terrain pour rendre les sifflets visuels, entre guillemets. Et donc chaque sport a quand même des spécificités, parce que en judo, comment ça se passe? Oui, alors en judo, quand il y a quelqu'un par terre, l'arbitre en fait vient tapoter l'épaule du joueur. Sur un autre exemple, pour la natation, parce que c'est la discipline que je connais le mieux, il y a comme des feux de voiture. Voilà, un feu rouge, un feu orange, un feu vert. Le feu rouge, c'est le moment où il faut monter sur le plot. Le feu orange, c'est le avomarque. Voilà, c'est le fameux avomarque. Et le vert, c'est le go, quoi. C'est tout piqué à l'automobile, en fait. Oui. La méthode fonctionne, elle est pratique, en tout cas pour les personnes sourdes. Et dans l'organisation, même pour l'athlétisme, on a aussi ces 3 couleurs-là pour le rouge pour se mettre sur les starting blocks. Ensuite, pour indiquer d'être à ses marques et pour le démarrage de la course.
Au tennis, il n'y a rien de particulier à adapter. L'arbitre, on le voit plutôt bien. Donc, il n'y a rien de spécial. Ce qui est pratique, c'est que dans le stade, il n'y a pas de bruit du coup. Sauf s'il y a des supporters. Quand même, ça crie. Même si c'est que des sourds, ça crie. Après, je ne peux pas vous répondre vraiment puisque j'entends pas, donc je ne sais pas. Alors, juste, est-ce que tu peux nous donner la liste des sports, enfin quelques sports en général pratiqués pour les sportifs porteurs de handicap auditif? Est-ce qu'il y a des sports particuliers qui n'existeraient pas avec, on va dire, les valides? Comment on peut l'exprimer autrement? Non, toutes les disciplines sont pratiquées. On pratique au Deaflympics 21 disciplines d'été. Voilà, et c'est les mêmes que pour les personnes valides. Il y a du volley, du hand, du basket, du football... et bien sûr féminin et masculin. Et il y a du tennis aussi, par exemple, du badminton, du ping-pong, du judo, oui, du karaté, de la natation, quoi d'autre? Il y a du tir aussi, du golf et du bowling qu'on ne connaît pas aux Jeux Olympiques. Nous, on les a au Deaflympics, on a cette discipline-là. Il y a les sports d'hiver? On a de la course d'orientation en été. Ah oui, et en sport d'hiver, alors là, on a du ski de descente, du ski de fond, du surf, du snowboard. Alors là, l'interprète ne connaît pas le mot. Du hockey, pardon, sur glace, du curling. Et la dernière nouveauté, c'est qu'on a des échecs. Les échecs. Parce que comme ça, c'est un sport qui se pratique plutôt en intérieur, on l'a intégré dans les Jeux Olympiques. Oui, et puis il n'y a pas trop de bruit. C'est ça, exactement. Alors concrètement, on va essayer de revenir sur le localement. Comment est organisé l'accueil pour les sportifs porteurs de handicap auditif au niveau de la région ou du département? Quelles actions vous faites pour les recevoir? Alors, le problème, c'est que je suis président du comité au niveau national, donc je fais plutôt de l'information, j'informe de l'existence des Deaflympics, des disciplines qui y sont pratiquées, et notamment au niveau européen. Par exemple, dernièrement, là, je suis allée à Nîmes pour l'anniversaire d'une association, et j'y suis allée pour aller présenter les sportifs sourds qui existent, les disciplines pratiquées, pour pouvoir motiver les personnes sourdes sur place à pratiquer certains sports comme le vélo, le VTT, le football, mais le football est quand même pratiqué majoritairement par n'importe quelle personne, citoyen français, mais voilà. Voilà, ici... Alors justement, ici, si je suis sourd et que j'ai envie de rentrer, est-ce qu'on va dans un club, on va dire normal, ou est-ce qu'on est accueilli, ou est-ce que ce sont des clubs spécifiques? Alors non, c'est dans des clubs normaux de valides. Par exemple, moi, ma fille est intégrée dans un club de natation. Elle est avec des personnes entendantes. Alors, son entraîneur a été sensibilisé, évidemment, à la condition des personnes sourdes. On lui a expliqué comment adapter les cours, etc. Mais elle est très à l'aise et ça se passe très bien. Et que ce soit pour le sport, le tennis, je sais qu'il existe aussi des personnes sourdes qui sont intégrées dans des clubs normaux, qu'on peut dire normaux. Et ils participent aux compétitions auxquelles le club participe. Super. Eh ben, donc c'est ça l'avenir, je pense en tout cas. Olivier, comment on va vous retrouver sur les réseaux sociaux? Alors nous avons un Facebook du CCSSF ou un Instagram. Voilà, pour les deux, pour le comité, on a Facebook et Instagram. On parle des événements, minoritairement des événements politiques, de ce qui se passe pour l'avancée de la reconnaissance, mais on parle surtout des événements qu'on organise au niveau européen et mondiaux. Merci Olivier pour ton témoignage et ton engagement. On a été très heureux de te recevoir pour une première fois dans cette émission. Et si on parlait de sport, en tout cas nous on parlera de vous. On va annoncer un peu ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Merci à Thérèse pour son aide à retranscrire nos échanges. Ce fut une belle expérience de pouvoir vous donner la parole dans une émission de radio qui s'adresse à tous les sports. Bonne continuation pour le développement de ce comité de coordination des sportifs sourds de France. Et vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Merci. Merci aussi donc à Brigitte de m'avoir permis de participer à cette émission aujourd'hui. Merci, à bientôt. À bientôt. Place maintenant à la chronique sport et communication avec Audrey Vidotto, dirigeante de l'entreprise Decodiz, au micro de Pauline Gaston-Condutte. Et si on parlait de sport, la chronique. Aujourd'hui, nous recevons Audrey Vidotto, co-animatrice de l'émission Et si on parlait de sport et décodeuse stratégique pour parler sport et communication. Bonjour Audrey. Bonjour Pauline. Dans un premier temps, pourquoi est-il important pour un club ou un comité sportif de communiquer sur les réseaux sociaux ?
Alors, c'est une très bonne question, Pauline. La communication sur les réseaux sociaux pour un club ou un comité sportif, pour moi, ça revêt d'une importance cruciale. Il faut savoir tout d'abord que quand on communique sur les réseaux sociaux, déjà, ça accroît considérablement la visibilité de l'organisme, du club ou du comité, en touchant un public beaucoup plus large que les canaux traditionnels. En fait, les réseaux sociaux, ils nous offrent directement un point d'accès à cette audience qui est diversifiée et connectée. Et en plus, en interagissant réellement avec cette audience, les clubs et les comités peuvent non seulement susciter l'intérêt, mais également encourager de l'interaction et de l'implication des membres et des supporters. Donc cette interaction renforce vraiment le sentiment d'appartenance et stimule toujours l'engagement au sein de la communauté sportive. Et justement, quelles sont les incidences positives si les clubs et les comités communiquent sur les réseaux sociaux ? Alors, les retombées positives d'une communication efficace sur les réseaux sociaux sont hyper considérables. Tout d'abord, cette visibilité accrue peut attirer l'attention de potentiels sponsors, ouvrant ainsi des opportunités de partenariat. De plus, une présence active sur les réseaux sociaux conduit généralement à une augmentation de l'audience et de la visibilité. Donc, ça renforce ainsi la notoriété du comité ou du club et ça renforce également l'e-réputation. La communication aussi authentique, ça c'est hyper important et ça c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. La communication doit être authentique sur les valeurs réelles et les objectifs du comité. En fait, ce genre de communication, quand on est sur les valeurs, ça permet de vraiment véhiculer des messages forts, alignés avec la vision de l'organisation. Et en utilisant des stratégies de communication ciblées, le club ou le comité peut également renforcer la crédibilité et le positionnement de son image, tout en créant des liens émotionnels avec son public à travers divers axes, soit de sympathie, soit de reconnaissance, soit d'expertise. Et au contraire de ce que tu viens de nous dire, quelles sont les conséquences si ces clubs ou ces comités sportifs ne communiquent pas sur les réseaux ? Pour moi, bien sûr, c'est pas investir dans une communication sur les réseaux sociaux, ça peut avoir des conséquences importantes. Tout d'abord, il faut penser que ça laisse aussi la porte ouverte à d'autres clubs, d'autres comités qui, eux, ils ont cette présence en ligne. Ils ont une présence en ligne qui peut être active et avec une audience engagée. Donc du coup, ça peut potentiellement leur octroyer des avantages en termes de sponsoring et de succès que les clubs qui ne communiqueront pas ou les comités, eux, n'auront pas. En plus, l'absence de communication sur les réseaux sociaux entraîne aussi une absence d'audience. Donc, c'est ce que je disais, une absence de visibilité et d'implication de cette audience-là. Et pour moi, à terme, forcément, ça entraîne une diminution des subventions, un manque d'intérêt justement pour les clubs et les ligues, et ainsi qu'une perte ou carrément un manque d'adhérents pour ces clubs-là. Et pour mettre en évidence tout ce que tu viens de nous dire, comment les clubs et les comités sportifs peuvent faire pour bien communiquer sur les réseaux sociaux et cartonner ? Alors, c'est une super bonne question, Pauline, parce que tu es très bien tombée. Moi, c'est ma spécialité en tant que décodeur stratégique. Et moi, je suis là pour guider justement les clubs, les comités ou les entrepreneurs à cartonner sur les réseaux sociaux. Donc, dans un premier temps, il est essentiel de ne pas foncer tête baissée et de se précipiter. Il faut d'abord adopter vraiment une approche stratégique. C'est pour ça que chaque fois, je dis attention, la stratégie est primordiale. Et il faut connaître en profondeur notre audience ou notre client idéal, notre cible en fait, de manière à ajuster nos messages en conséquence. On ne parle pas à des amateurs de marche pédestre, qu'on parle aujourd'hui, comme on va parler d'amateurs de badminton ou de full contact. Ça, c'est pas du tout la même audience et ils sont pas du tout sensibles aux mêmes choses. Donc, quand après on a défini les objectifs clairs, qui est pour moi le premier pas crucial, ces objectifs vont guider la mise en place de plans d'action qui seront cohérents. Et il ne faut pas oublier que chaque plan doit être adapté donc à ce public et aux plateformes spécifiques parce qu'on ne communique pas de la même manière, par exemple sur Twitter, que sur Facebook ou que sur LinkedIn. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez participer également à une de mes conférences où je partage des astuces pour exceller sur les réseaux sociaux tout en restant surtout fidèle à vos valeurs. Et sinon, vous pouvez directement me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner avec toute mon énergie et toute ma bienveillance, en tout cas. Très bien, merci beaucoup Audrey. Et donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la contacter ou à aller suivre ses conférences. Merci beaucoup Audrey. Merci Pauline. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler randonnée pédestre avec nos invités Anne-Marie Berméjo, présidente du comité Haute-Garonne de la Fédération française randonnée pédestre, Maxime Bousquet, chargé de développement, et Gary Mondré, chargé de développement de la formation et pratique.
Et si on parlait de sport? Mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport? Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parle de sport en compagnie de nos invités Anne-Marie Bermejeau, présidente du comité régional Occitanie de la Fédération française randonnée pédestre, Maxime Bousquet, chargé de développement, Gary Mondré, chargé de développement de la formation et pratique. Donc bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous faire découvrir donc la randonnée pédestre en Occitanie et nous faire partager le plaisir de marcher ensemble. Je pense que c'est votre credo. Alors l'Occitanie, terre de randonnée. Découvrez la région Occitanie à pied, des Pyrénées au Mont d'Aubrac, des Cévennes à la Gascogne, de la Méditerranée à la vallée de la Dordogne, en passant par les Grands Cosses, grâce à un réseau de sentiers, de promenades et randonnées et de grandes randonnées, donc denses et variées. Lorsqu'on surfe sur votre site randonnéoccitanie.com, nous sommes tout de suite initiés au voyage. Donc Maxime, peux-tu nous amener un peu plus loin sur ces sentiers ? Alors, en Occitanie, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire très divers en termes de relief, de paysage, voilà, donc, mais également en termes de sites sentiers de randonnée, puisque la fédération s'occupe de plusieurs types d'itinéraires de randonnée. Donc, les plus importants, on va dire, c'est les chemins de grande randonnée, les fameux GR. Donc, dans la région, c'est vrai qu'il y a près de 15 000 km de GR et GR de pays. Alors, GR de pays, c'est les itinéraires sur plusieurs jours en boucle. Les GR, ça peut traverser toute la France, même l'Europe. On a des GR européens. Donc, c'est vrai que dans la région, on a des sentiers mythiques. On peut parler du GR10, par exemple, qui traverse les Pyrénées de l'Atlantique et la Méditerranée. On a un des plus connus également, le chemin de Stevenson, dans les Cévennes. Et puis, bien sûr, les chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle, le GR65, le GR653, le 78. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres GR. On en a plus d'une quarantaine, beaucoup moins connus. Certains tout nouveaux. On peut parler, par exemple, du GR736, Gorges-et-Vallées du Tarn, qui part des sources du Tarn, qui arrive à Albi. On peut parler du sentier Qatar. On peut parler du GR46 qui arrive sur Toulouse. Donc voilà. Ça, c'est le sentier, comme tu disais, grande randonnée. Voilà. Mais il y en a d'autres, il y a plusieurs types de sentiers. Voilà, il existe les promenades et randonnées qui sont balisées en jaune sur le terrain. Donc là, ça peut être une petite balade d'une heure ou deux, facile en famille, jusqu'à une balade à la journée, 7-8 heures, voilà, sur tout type de terrain. Même en ville, il y a des petits sentiers en ville, à la montagne, à la campagne, en bord de mer, voilà. Donc, pour pouvoir accéder à tous ces itinéraires, la fédération vient de créer une application mobile qui s'appelle Marando, donc qui propose des circuits à la journée ou même sur plusieurs jours dans toute la France. Et sur la région Occitanie, par exemple, on a plus de 1000 idées rando qui sont proposées gratuitement à toutes les personnes de la région, tous les touristes, les habitants. Super, avec les difficultés, ça je sais, voilà, souvent il y a pas de facile, moyen et difficile, c'est ça ? Voilà, très facile. Difficile, c'est pour les aguerris où ça grimpe beaucoup plus. Voilà, tout ça c'est bien indiqué sur l'application ou même sur les topo-guides que dit la fédération et qu'on trouve partout dans tous les points de vente habituels. Super, merci. Gary, donc là, nous, on ne parle pas de compétition, mais bien de pratique sportive. Donc marcher, c'est naturel, mais il faut partir en randonnée. Avant de partir, peut-être il faut se préparer. Quels conseils, du coup, donnerais-tu aux randonneurs avant de partir sur la route ?
Effectivement, il faut s'y préparer parce que on peut se dire que marcher, on marche dès qu'on peut, dès le plus jeune âge. Mais la randonnée, c'est plus que de la marche. Donc effectivement, se préparer avec déjà les chaussures adaptées, la tenue adaptée au projet d'itinéraire. Plus l'itinéraire est long, plus il faut s'y préparer au mieux. La gourde, bien sûr, la casquette s'il fait super chaud. Des vêtements, ça je l'ai dit, alors selon les intempéries, soleil, pluie, froid, le vent. Et puis les lunettes de soleil et la crème aussi, si jamais le soleil est au rendez-vous. Super. Est-ce que Anne-Marie, par rapport au département et à la région Occitanie, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a de clubs, de licenciés, enfin, quels sont les chiffres Occitanie? Alors, sur nos 13 départements, nous avons 28 000 adhérents, 450 clubs qui sont affiliés et on a 2500 animateurs de randonnée et environ 1000 baliseurs. Alors, justement, donc notre émission, pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est quoi un animateur de randonnée et c'est quoi un baliseur? Alors, un animateur de randonnée, c'est une personne qui prend en charge un groupe et qui les amène donc en toute sécurité sur un parcours qu'ils ont déjà reconnu, environ de 2 heures jusqu'à 5-6 heures. Et un baliseur, c'est la personne qui va poser les balises, c'est-à-dire la peinture jaune ou la peinture rouge et blanche ou rouge et jaune sur des poteaux ou sur les arbres pour créer l'itinéraire. Donc ça, j'ai cru comprendre. Donc Maxime, je vais revenir justement vers toi. Donc toi, tu es en charge du développement. Donc quelles sont tes missions déjà au sein du comité ? Alors j'ai une mission de cadre technique. Donc c'est des missions assez larges, principalement de coordination, de projets d'itinéraires, notamment sur la région. Donc ça consiste à étudier, par exemple, des dossiers d'homologation de nouveaux GR, ou alors des modifications, puisque les GR sont sans cesse en cours d'évolution, suivant les propriétés privées, par exemple, les problèmes de sécurité sur les itinéraires, ou pour les améliorer, pour éviter un maximum de goudron. Voilà. On travaille sur des événements également, des événements régionaux qu'il faut coordonner. On a des missions assez diverses. Par exemple, mon collègue Gary s'occupe des pratiques pour développer toutes ces pratiques. On a des missions de formation également au niveau du comité régional. Parce que là, est-ce que vous formez justement à reconnaître, donc Anne-Marie, vous nous disiez rouge, blanc, jaune, ça je sais que... je voyais Gary tout à l'heure, tu avais tous les panneaux. Ouais. Donc moi, j'ai pour projet de partir samedi pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Et effectivement, ce balisage, j'ai pas trop du tout même été formée. Donc je sais que je vais suivre les chemins, voilà. Mais comment un néophyte peut reconnaître ces balisages et comment... est-ce qu'on est obligé de partir avec un téléphone, une application, ou est-ce qu'on peut s'en sortir avec effectivement le bon matériel, comme disait Gary, mais... Alors pour les GR, je pense que le mieux, c'est rouge et blanc. Oui. Ah. Merci. Donc normalement, vous avez une continuité. Une continuité, c'est tout droit. Donc vous allez tout droit. Quand vous voulez tourner à gauche, vous aurez une petite balise qui vous fait un petit point vers la gauche et puis un petit trait. Pareil pour sur la droite. Et une croix, il ne faut pas y aller. C'est la mauvaise direction. Voilà. C'est pareil pour tout ce qui est les PR. Donc jaune, c'est PR. Jaune, c'est les PR. Ok. Voilà. Et donc, quels sont... Alors là, je m'adresse à tous les trois, réponds qui veut. Quels sont les conseils que vous auriez à me donner, moi qui vais partir pour Saint-Jacques ? Avoir de bonnes chaussures. Ah ouais. Avoir un chapeau, ça c'est l'indispensable. Peut-être une carte ou une application quand même pour savoir à peu près où vous allez. Et puis pas faire trop de kilomètres quand même par jour. Même si je marche un petit peu. Même si vous marchez, il faut faire attention parce que vous risquez, je ne sais pas combien de temps vous allez partir. Une semaine simplement, ouais. Bon, sur une semaine. Mais il faut faire attention, si vous avez l'habitude, ça va aller très très bien. Mais très vite, on a les pieds qui peuvent arriver à s'échauffer. Donc il faut faire très attention. Puis prendre son temps avec votre rythme, mais prendre votre temps. Voilà.
Alors, peut-être une petite question aussi rigolote. Quel est l'outil essentiel à avoir en plus dans son sac à dos avant de partir en randonnée? Un couteau, un parapluie. Ou un kawaii. Maxime? Un sifflet pour la sécurité en montagne, notamment. J'avais pas pensé au sifflet. Alors c'est plus qu'un objet, je dirais la trousse de secours, au cas où, avec la couverture de survie, etc. Le parapluie est plus important que si vous avez le kawaii, parce qu'il va vous couvrir beaucoup plus. Et oui, mais s'il y a un tonnerre, s'il y a un éclair et tout. Ah non, mais non. Et une chose indispensable, dans votre sac à dos, il faut absolument que vous mettiez en premier un grand sac poubelle et que vous mettiez après toutes vos affaires, avec peut-être dans d'autres petits sacs si vous voulez, mais à l'intérieur. Comme ça, vous n'avez pas de souci. Super. Et donc du coup, par rapport à la région, si je souhaite rejoindre un club de randonnée, justement, après j'aurais pris goût à la marche pendant une semaine et tout, dans la région, comment dois-je m'y rendre et comment je peux retrouver toutes les infos? Eh bien, c'est en allant sur notre site du comité régional, vous trouverez tous les départements et tous les comités départementaux. Il faut passer par un comité départemental, leur téléphoner, et ils vous donneront toute la liste des clubs. Donc, est-ce que vous pouvez nous redonner le site internet pour les auditeurs? www.ffrandonnée.fr. Ok, super. Quels sont les prochains événements que vous avez prévu d'organiser au sein de la région? Alors, justement, au niveau des événements, le calendrier est quand même assez chargé, comme chaque année, mais alors, on va commencer avec la première édition de la Rando Occitanie, une vraie pépite le 23 et 24 septembre, qui va se dérouler à Tarascon-sur-Ariège. Cet événement-là marque le coup d'envoi de notre saison. Il sera suivi par un événement en lien avec les Jeux Olympiques, qui s'appelle la Grande Randonnée vers Paris, qui va démarrer dans les Pyrénées-Orientales le 15 janvier, à Cerbère pour être précis, et qui va arriver le 12 mai à Viroflay, pas loin de Paris. Le 7 avril, nous avons le championnat régional de Longe-Côte, du côté de Mauguieux-Carnon, à côté de Montpellier. Alors, c'est quoi le Longe-Côte? Très bonne question. Je vais y revenir. Je vais juste continuer à donner les événements et revenir sur le Longe-Côte et les autres formes de pratique. 4 et 5 mai, du côté de Hyères, en PACA, nous avons le sélectif zone sud, encore une fois, du Longe-Côte. Et puis, après, il faut savoir que en Occitanie, et surtout dans tous les départements, il y a un événement quasiment tout le temps. Donc, je vous invite encore une fois à aller sur le site internet www.ffrandonnée.fr et de voir tout ce que ça donne au niveau des départements, parce que ça bouge tout le temps, ils sont dynamiques, on a affaire à des passionnés, donc il y a toujours une sortie, une randonnée à faire, et voilà. Quelle que soit l'année, enfin tout au long de l'année, parce que des fois on se dit oui, l'hiver il n'y a plus de rando, il n'y a plus personne qui fait plus rien parce que c'est trop dangereux ou trop froid, et en fait non. En fait non, d'ailleurs il y a aussi un événement raquette à neige qui est prévu pour le mois de février, et voilà, donc il y a toujours quelque chose, quelle que soit la saison, quel que soit le département. Super, alors qu'est-ce que le Longe-Côte? Le Longe-Côte, c'est l'une des disciplines, l'une des formes de pratique. Au total, il y en a 7. Et le Longe-Côte, c'est la marche aquatique. C'est ce qui marche aquatique. On est dans l'eau, avec un niveau d'eau entre le nombril et les aisselles. Et, c'est une discipline qui a des bienfaits énormes sur l'aspect cardiovasculaire et musculaire, et surtout peu d'impact sur les articulations. Ok, merci. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à formuler? En tout cas, n'hésitez pas à nous donner toutes ces dates-là au fur et à mesure, puisque nous, on le communiquera tout au long des émissions dans nos agendas et dans les résultats sportifs, s'il y a quand même des kilomètres à parcourir. Merci pour votre éclairage sur la randonnée pédestre en Occitanie. Bonne route pour le développement de l'activité et bonne randonnée. Et vous êtes vraiment les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Donc, pour plus de renseignements, on redit www.ffrandonnée.fr. Et sur les réseaux sociaux, on peut vous retrouver sur quasiment toutes les plateformes, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Et Twitter. Merci Maxime. Merci à tous les trois et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Et merci bon courage à vous pour repartir sur le chemin de Saint-Jacques. Merci. Et maintenant, place à la chronique Sport et Entreprendre avec Sébastien Couratin, dirigeant de l'entreprise Semper Connect, au micro d'Audrey Vidotto. Et si on parlait de sport, la chronique.
Et la chronique Sport et Entreprendre. Et on accueille aujourd'hui Sébastien Couratin de Semper Connect. Bonjour Sébastien. Bonjour Audrey. Alors tu accompagnes l'émission et si on parle de sport, chaque fois on te fait une petite dédicace à la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta mission exactement au sein de cette émission ? En fait, pour l'émission, je paramètre les outils numériques de communication externe, donc les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Et Semper Connect met en place un ERP qui est une sorte de point central d'une toile d'araignée pour récupérer l'ensemble des flux Internet et les mettre à disposition du public. Alors, on sent effectivement le langage de geek. Est-ce que tu peux, pour nos chers auditeurs, nous expliquer c'est quoi un ERP exactement ? Oula, pardon pour l'acronyme anglais. Alors, encore un acronyme, en français, ça serait un PGI, un logiciel de gestion intégré. C'est une nouvelle façon de voir le logiciel pour gérer des missions ou gérer des associations. C'est un logiciel qui regroupe un ensemble de logiciels métiers. Voilà. Et donc, aujourd'hui, plutôt que d'aller chercher plein de petits logiciels métiers qui font des actions, on va plutôt prendre un PGI, un logiciel de gestion intégré, et puis on va rentrer les briques une par une qui ont une couleur commune, qui ont un langage commun, notamment un langage de communication interne commun. Ça va permettre de gérer tout le process administratif, de la vente en passant par la gestion de stock, par exemple. Et donc voilà, c'est le concept de l'ERP. Et donc c'est toi qui l'as créé, oui. Par exemple, c'est toi qui a monté, c'est toi qui a programmé ce logiciel. Alors non, on est sur un logiciel de gestion intégrée qui s'appelle Odoo. Et donc nous, on vient programmer parfois des briques quand les clients ont des besoins très spécifiques. Et notre métier, c'est plutôt d'intégrer un PGI et donc de faire toute la partie process administratif et la manière dont on va pouvoir l'intégrer dans les process administratifs d'une entreprise. Donc le but du jeu, c'est de numériser les process administratifs en se portant sur un PGI qui s'appelle Odoo. Et donc, et si on parlait de sport, quels étaient les besoins exactement en termes de RP ou de PGI ? Au départ, c'était un besoin plutôt site web, donc avec une brique de blog, avec un logiciel qui va permettre de faire aussi de l'emailing et puis un carnet d'adresses. Mais peut-être que demain, on pourrait avoir un CRM, par exemple. Alors, deuxième question, on recommence dans les abréviations geek. Qu'est-ce qu'un CRM pour les personnes qui nous écoutent ? Cette fois, je vous fais l'acronyme en anglais. Bon, je m'excuse encore une deuxième fois, mais CRM, c'est Customer Relation Management. C'est un logiciel, en fait, pour pouvoir gérer la relation client. Donc, ça va permettre, par exemple, pour les missions, de pouvoir gérer les partenaires. Donc, on voit que on rajouterait une brique, une nouvelle brique, mais toujours dans le même environnement logiciel. Voilà, donc on pourrait très bien imaginer qu'un jour il y ait besoin d'une gestion de projet, qu'on ait besoin de gérer des stocks pour des goodies. Alors, je grossis exprès le trait pour montrer qu'on peut aller très très loin. Mais l'idée, en fait, c'est de pouvoir aujourd'hui proposer quelques briques d'un besoin spécifique pour l'émission, par exemple, mais tout avec une Rolls-Royce qui serait capable de tout faire. On ne met que trois modules aujourd'hui, mais demain, si les besoins de l'émission changeraient ou les besoins d'une association ou d'une entreprise changeraient, on est en mesure de pouvoir apporter des modules en plus. Ouais. C'est un peu le fonctionnement de... Donc du coup, en fait, Semper Connect commercialise des solutions pour communiquer avec plusieurs métiers d'une entreprise. C'est bien ça. Et en fait, Semper Connect, du coup, c'est qui et c'est quoi en fait ? Semper Connect, c'est l'association de... On a monté une société qui est toute jeune. Hein. Aujourd'hui, on a 3 ans. Avec Guillaume Simple, qui est un entrepreneur, un plombier, donc qui a une PME de plomberie sur Paris. Moi qui avait monté une société informatique, on a décidé de s'associer pour pouvoir proposer un ensemble de produits numériques vraiment basés sur la PME ou sur les associations pour pouvoir lier, enfin parler moins geek mais parler plus administratif. Voilà, c'était un peu l'objectif. Super. Donc aujourd'hui, on est aussi opérateur télécom, on est aussi donc pour les fixes mobiles, les data internet. Voilà, on essaie de brosser tout le numérique de la communication autour des besoins des PME. Super. On fera appel à toi à une prochaine chronique. Tu es le bienvenu quand tu veux. Où est-ce qu'on peut vite te retrouver? Si on peut donner tes coordonnées, www.semperconnect.com. Alors
samperconnect.fr parce que nous restons français. Demeurons numériquement libres et français. Voilà. Super. Et merci beaucoup Sébastien. À très bientôt pour une prochaine chronique. Merci beaucoup. Merci à toi Audrey. Puis au plaisir d'échanger à nouveau avec vous. À bientôt. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous sportifs de la semaine avec Pauline. Dans l'agenda sportif de la semaine, jusqu'au 3 septembre, vous pouvez encore suivre l'Euro féminin de volley qui se déroule dans 4 pays différents, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie et l'Estonie. Jusqu'au 10 septembre, il y a la Coupe du monde masculine de basket en Indonésie, au Japon et aux Philippines. En cyclisme, jusqu'au 17 septembre se déroule la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne. Ensuite, jusqu'au 10 septembre, vous pouvez visionner du tennis avec l'US Open à Flushing Meadows. Vous pouvez aussi suivre l'Euro masculin de volley en Italie, en Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël, qui a lieu jusqu'au 16 septembre. Et jusqu'au 10 septembre, il y a également les championnats du monde d'aviron à Belgrade. En rugby, le samedi 2 septembre, le Stade Toulousain se déplace à Oyonnax dans le cadre de la 3e journée de championnat, avant une longue trêve le temps de la Coupe du Monde. Le premier circuit international de compétition en triathlon revient à Toulouse les 2 et 3 septembre avec la Super League Triathlon. Attendez-vous à une foule passionnée qui sera présente pour supporter des stars locales comme Cassandre Beaugrand et Vincent Louis, qui fait son grand retour sur ce Championship Série 2023. En Ligue 1, en football, dimanche 3 septembre, le Toulouse Football Club reçoit Clermont. Et enfin, le 3 septembre, vous pourrez également suivre le Grand Prix d'Italie à Monza en Formule 1. Et puis la semaine prochaine, tous à vos volants et raquettes pour revenir sur la 28e édition des championnats du monde de badminton 2023 qui s'est déroulée à Copenhague au Danemark en compagnie de représentants de la Ligue Occitanie de badminton. Nous parlerons aussi de la discipline dans le département et la région. La deuxième mi-temps, Coupe du monde de rugby oblige. Nous aurons en avant-première une interview de Cédric Coll, directeur des sites de Toulouse pour la Coupe du monde au micro de Pauline Gaston-Condut. Merci à Olivier Cordier, Thérèse Boissier, interprète, Anne-Marie Berméjo, Maxime Bousquet, Gary Mondré et à nos chroniqueurs Audrey Vidotto et Sébastien Couratin pour votre participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 10e émission, à Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique de Samperconnect, pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Merci Audrey. Merci Pauline. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.